Des jouets de l'enfance aux attentes dans le monde du travail, les stéréotypes de genre façonnent discrètement les rôles que l'on attend de nous. Mais que se passe-t-il lorsque ces attentes définissent qui prend en charge les autres, qui accède aux opportunités et qui porte la charge? Aujourd'hui, nous explorons les stéréotypes à l'origine du Gender Care Gap. Let's Hear Your Voice, a podcast by the Voice Project, giving voice to change across Europe. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce podcast de la série Let's Hear Your Voice, créé par un consortium de 10 partenaires européens dans le cadre du projet Voice. Voice est donc un acronyme pour vision, opportunité, inclusion, communauté et égalité. 5 mots qui inspirent l'approche développée par les organisations impliquées dans ce projet. Il a pour but de sensibiliser au phénomène de ce que l'on nomme en anglais le Gender Care Gap et qu'on peut traduire en français par les inégalités persistantes entre les femmes et les hommes en matière de prise en charge, que ce soit de l'éducation des enfants, de leur santé, mais aussi des tâches liées à l'entretien, à la gestion d'un foyer en général. En effet, ces inégalités sont encore bien présentes et ne jouent pas en faveur des femmes puisque cette charge mentale plus importante les empêche encore trop souvent d'avoir accès aux mêmes chances et opportunités que les hommes, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. À travers ce projet, notre volonté est de sensibiliser les enfants et les jeunes en priorité afin qu'ils adoptent dès que possible des comportements plus inclusifs et évitent ainsi de reproduire les stéréotypes de genre dans lesquels les inégalités femmes-hommes prennent racine. Les parents, les éducateurs et les travailleurs de jeunesse représentent la deuxième cible du projet Voice puisqu'ils sont bien entendu les principaux modèles qui influencent les jeunes. Plus largement ensuite, c'est toute la société et les représentants politiques que nous souhaitons toucher à travers ce projet afin d'initier une prise de conscience plus globale et inciter des changements structurels. Je suis Maddy Taon, coordinatrice du projet Voice à l'échelle du partenariat européen mais aussi localement pour l'association Community en France. Il s'agit d'une organisation relevant du domaine de l'économie sociale et solidaire et qui a pour but de développer le pouvoir d'agir des habitants du territoire d'Arc et de ses alentours. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons explorer la question des stéréotypes de genre comme cause racine du Gender Care Gap. Et pour cela, j'ai l'honneur donc d'être en présence de Manon Drognou, qui travaille pour l'ONG Batik International et que je vais laisser se présenter. Bonjour Manon. Bonjour Maddy, merci beaucoup pour l'invitation. Donc je m'appelle Manon, je travaille à Batik International et je suis coordinatrice de programmes de solidarité dans différents pays d'Afrique du Nord et d'Afrique de l'Ouest. Des projets qui ont pour but de réduire les inégalités socio-économiques entre les femmes et les hommes. On travaille en partenariat avec des associations locales qui elles-mêmes travaillent avec des femmes, des jeunes, en milieu périurbain ou en zone rurale. Et de manière plus générale, Batik International est une ONG de solidarité qui vise à renforcer le pouvoir d'agir des communautés en situation de vulnérabilité. Dans le monde, c'est en grande majorité les femmes, mais aussi les personnes migrantes, les personnes âgées, les plus jeunes. Voilà, et ça fait maintenant 5 ans que je travaille dans cette organisation. Très bien, merci beaucoup. Donc pour démarrer un petit peu le sujet par rapport à Voice, mais aussi du coup d'autres projets sur cette thématique, en quoi penses-tu que aborder ce sujet de nos jours est important? Le sujet des stéréotypes de genre, Ouais. donc, c'est-à-dire toutes les idées généralisées qu'on peut avoir sur un groupe selon son genre, pour moi c'est essentiel à aborder effectivement. Parce que les stéréotypes de genre, ça façonne comment on voit les autres, comment on se voit soi-même, ça oriente un tas de comportements et surtout c'est partout, c'est à la maison, à l'école, dans le travail, dans les médias, entre amis. Et là, c'est d'autant plus important d'adresser ce sujet que ça ressurgit chez les jeunes d'après le dernier rapport du Haut Conseil à l'égalité. Et en fait, ces stéréotypes-là produisent des biais, ce qu'on appelle des biais cognitifs, sur ce qu'une personne est capable de réaliser ou non. En fait, c'est ce que l'on en croit capable de réaliser ou non. Et ça, c'est le point de départ de nombreux préjugés et discriminations. Par exemple, pour l'obtention d'un poste à responsabilité pour une femme, il y a des stéréotypes qui se jouent au moment de son embauche. Et en plus de ça, les stéréotypes, on les intériorise. Ça crée de l'autocensure, ça peut affecter la confiance en soi. Par exemple, ce qui fait qu'on se sent plus à l'aise pour faire la vaisselle en tant que fille que de réparer un vélo, c'est en partie lié à ce qu'on a appris à faire, mais c'est aussi lié à l'intériorisation de ces stéréotypes-là. Et surtout, pour moi, c'est important d'aborder ce sujet parce que
les stéréotypes de genre ont une fonction sociale bien précise qui est de maintenir l'ordre, de maintenir la répartition des rôles genrés entre les femmes et les hommes. Donc le soin pour les femmes, par exemple, tout en laissant croire que c'est naturel, que c'est inné. Alors que dans les études, on voit bien que les stéréotypes de genre et le partage des tâches, ils sont clairement liés. C'est-à-dire que dans les foyers, plus on adhère à des stéréotypes sexistes, moins les tâches domestiques sont partagées. Et donc là, on peut imaginer toutes les conséquences que ça a sur la vie professionnelle des femmes, sur leur accès aux opportunités, sur leur charge mentale. Enfin, voilà. Et en plus de ça, les stéréotypes de genre, ça participe à rendre beaucoup plus rigide la case dans laquelle les filles d'un côté et les garçons de l'autre doivent rentrer, alors qu'on sait que se conformer, par exemple, à tout prix aux stéréotypes de masculinité traditionnelle, bah, ça peut mener à des violences, à de la souffrance psychique. Donc voilà, un tas de raisons pour lesquelles c'est un sujet important à aborder. Très bien. Et donc, quels sont, d'après toi, si tu devais en garder que quelques-uns, parce qu'il y en a beaucoup, les stéréotypes les plus tenaces, les stéréotypes de genre les plus tenaces, notamment en lien avec le travail le travail invisible, le travail du care? Pour moi, ce qui est le plus tenace en lien avec ce travail de soin, c'est l'idée que ça serait naturel, que les filles auraient naturellement plus une meilleure empathie ou quelque chose comme ça. Alors qu'en fait, tout ça, c'est appris, c'est transmis. Et pour moi, le fait de naturaliser ces compétences, c'est-à-dire de faire croire que c'est inné, que c'est naturel, bah, déjà, ça les dévalorise. Et en plus, ça fait croire que ce n'est pas le fruit de construction sociale. Ça fait croire qu'on ne peut rien y faire, qu'on ne peut pas changer. Et ça, pour moi, c'est un très gros frein. Ça empêche fermement le changement. Ouais. Et puis en plus de ça, le travail de soin est absolument essentiel dans nos vies. Donc il serait temps de le rendre visible et de le valoriser partout. Oui, tout à fait d'accord. Alors maintenant, si on prend un peu l'angle culturel, les traditions, etc., d'après toi, comment ça influence justement la reproduction de ces stéréotypes? Bah, je dirais que, bon, déjà, les traditions, c'est aussi construit socialement et que les stéréotypes de genre, en réalité, ils préexistent à ces traditions. Ils sont plutôt incorporés dans ces traditions. Donc, les traditions, la culture, c'est pas ça la source de stéréotypes de genre. C'est plutôt l'interprétation, l'instrumentalisation qui en est faite par ceux qui en ont le pouvoir qui est problématique. Et en l'occurrence, on est dans un monde où le système global, c'est un système capitaliste et où c'est l'accumulation de profits qui prime. Et dans ce système-là, dès son développement, ça a renforcé la division entre les femmes et les hommes parce que ce système a intérêt à extraire de la main-d'œuvre d'une part, les hommes, et que cette main-d'œuvre soit reproduite, soignée gratuitement par les femmes, d'autre part. Et ce système a aussi besoin d'avoir une réserve de main-d'œuvre en temps de crise qui est représentée par les femmes. Donc en fait, pour moi, ce qui influence réellement la reproduction des stéréotypes, c'est en grande partie plutôt le capitalisme plus que les traditions ou la culture. Et pour donner juste un exemple concret pour illustrer ça, qui montre que les stéréotypes de genre, en fait, mais aussi les stéréotypes racistes, sont constamment renforcés à des fins plutôt politiques et économiques. C'est l'exemple de la récolte des fraises en Espagne, qui était avant faite par des hommes embauchés au Maroc et qui maintenant sont plutôt récoltées par des femmes avec enfants, elles aussi embauchées au Maroc. Et en fait, ce changement, il a été opéré parce que les politiques ne voulaient pas que les ouvriers marocains restent en Espagne. Ça les arrangeait d'embaucher des femmes parce que, ayant des enfants dans leur pays, ça favorisait le retour. Mais on se rend compte que maintenant, dans les discours, notamment des exploitants agricoles et des politiques, on fait croire que les femmes avaient des compétences naturelles pour la récolte. On utilise de nombreux stéréotypes de genre, la délicatesse, la minutie soi-disant naturelle des femmes. Et en fait, non. En fait, l'idée derrière, c'était des intérêts économiques. Bon, après, pour répondre à ta question, c'est sûr que au niveau culturel, bah, les médias ou encore la famille participent à reproduire, à multiplier des stéréotypes. Par exemple, il y a beaucoup de films qui portent un regard très stéréotypé sur les femmes et qui participent à diffuser ces idées-là.
Par exemple, quand la seule femme du film n'existe qu'à travers les hommes ou qu'à travers sa maternité, qu'elle peut être sauvée que par des hommes. Ça renforce des idées et c'est largement diffusé. Et on pourrait aussi citer la publicité, les algorithmes sur les réseaux sociaux qui jouent aussi un rôle important là-dedans. Et bien sûr, l'éducation, ce qu'on va appeler la socialisation genrée, des filles, des garçons. L'éducation y est pour beaucoup aussi, à travers le discours des parents, qui vont peut-être maladroitement valoriser le fait qu'un garçon ne pleure pas, par exemple, à travers les jouets. Moi, j'ai grandi avec un aspirateur à billes, la dinette et les Barbies, ça conditionne. Et aussi, très concrètement, l'implication dans les tâches domestiques que les parents font au niveau de leurs enfants. Donc tout ça, effectivement, influence les stéréotypes. Oui, tout à fait d'accord également. Mais c'est très intéressant aussi ton point de vue sur justement l'aspect capitaliste des choses. Du coup, justement, comment est-ce que d'après toi, on peut vraiment efficacement challenger les stéréotypes de genre, et notamment auprès des jeunes et des jeunes garçons? Alors, je dirais déjà que ça suffit pas d'essayer de démontrer qu'un stéréotype est faux. Parce que comme je disais, le stéréotype, c'est un mécanisme qui sert à maintenir un ordre établi. Donc, d'autres stéréotypes émergent tout le temps. Ce qui est important, c'est plutôt de réussir à faire comprendre que toutes ces idées-là, elles sont construites. Par exemple, avec l'accumulation d'images dans les médias, il y a plein de jeux d'éducation populaire qui permettent de prendre conscience que, par exemple, la publicité influence l'image qu'on a des femmes, l'image qu'on a des hommes. Donc, première étape, c'est de comprendre que c'est construit et aussi de faire le lien avec les conséquences que ça a en termes d'inégalité. Par exemple, comprendre que le stéréotype de la douceur ou de la passivité chez les femmes, ça va créer des idées reçues chez les recruteurs sur leur capacité à prendre un poste à décision. Et ce stéréotype-là, il crée aussi ce qu'on appelle un double standard, c'est-à-dire que, par exemple, quand une femme s'affirme, on va la qualifier rapidement d'agressive, alors que quand un homme fait la même chose, on va dire que c'est un bon leader. Donc, c'est important de réussir à faire le lien entre stéréotypes et conséquences concrètes en termes d'inégalité. Mais au-delà de ça, pour que ça fonctionne, il faut que les personnes sensibilisées se sentent vraiment concernées, qu'ils comprennent aussi les conséquences dans leur propre vie, dans leur entourage, dans leurs relations affectives. Par exemple, pour un ado garçon, comprendre que le fait d'être fort, d'être fermé aux émotions, finalement, ça le dessert dans ses relations amoureuses, familiales. Oui, tout à fait. Ou pour des jeunes un peu plus âgés, comprendre que le stéréotype de l'homme puissant sexuellement, ça crée une forte pression sociale déjà, qui peut créer un mal-être, et qu'en plus de ça, très concrètement, il y a un lien avec les MST, les grossesses non désirées. Voilà, donc en résumé, s'appuyer sur les centres d'intérêt, ce qui vont les concerner, leurs inquiétudes, leurs propres motivations, c'est beaucoup plus efficace. Travailler sur l'empathie aussi, pour éviter de ranger trop rapidement les personnes dans une case stéréotypée. C'est important d'avoir de l'empathie, de se mettre à la place de l'autre, etc. Et je dirais aussi que si par challenger les stéréotypes de genre, on veut dire aussi comment faire en sorte que les jeunes agissent différemment, qu'on fasse le pas de la sensibilisation au comportement. On sait que des messages positifs, non culpabilisants, favoriser le sentiment de liberté dans le changement, ça fonctionne beaucoup mieux. Aussi de favoriser l'engagement à travers un collectif, par exemple terminer un atelier en appelant le groupe à imaginer un changement concret qu'ils peuvent faire dans leur quotidien, tout en ayant une logique des petits pas, et peut-être de se lancer des défis entre jeunes pour mettre en place un petit changement concret. Mais ça peut être aussi que les sessions de sensibilisation soient petit à petit co-animées avec les jeunes, pour que, pareil, qu'ils se sentent plus concernés et plus responsables. Et voilà, en fait, c'est important qu'il y ait une prise de conscience individuelle, mais aussi qu'il y ait cette capacité collective de changement.
Et pour qu'il y ait la capacité collective, bah, parfois, il y a des gros obstacles aussi au niveau de l'entourage. C'est Mm. dur, ça demande énormément de courage parfois de changer les choses. Donc c'est aussi très utile de travailler avec l'entourage. Oui, tout à Et, fait. euh, et je voudrais, enfin, quand on parle de toutes les attentes sociales, toutes les pressions, etc., c'est à la fois parce qu'on pense que les autres font comme ça. Donc dans ce cas-là, bah, c'est utile de montrer d'autres témoignages, d'autres récits, des Mm. personnes à qui, par exemple, les garçons peuvent s'identifier, mais qui incarnent leur masculinité différemment. Ouais. Mais les attentes sociales, c'est aussi ce qu'on imagine que les autres approuvent. Ouais. Et c'est pour ça que le travail avec l'entourage, il est Oui, utile. c'est à plusieurs échelles, hein. C'est ça, en fait, on constate aussi effectivement qu'on n'a pas forcément de mal ou de difficulté quand ils sont pris de manière individuelle à leur faire comprendre tout ça, mais après, pour effectivement transformer l'essai et que ça passe à l'échelle du collectif, c'est autre chose. Parce qu'effectivement, il y a toute cette pression et ces regards qui pèsent lourd encore. C'est ça. Et ce qui peut aider aussi, c'est l'expérimentation. Par exemple, emmener les jeunes voir des athlètes femmes, Mm. constater concrètement les inégalités. C'est des choses qui peuvent créer des discussions, donner une porte d'entrée pour en parler avec son entourage. Par exemple, l'entrée du sport, c'est Ouais, plus consensuel. Et puis ouais, petit à tout à petit, fait, ça ouais. peut amener d'autres sujets. Mais au-delà de l'individu et même du collectif de jeunes garçons, je dirais qu'il faut aussi de l'exemplarité de la part de Mm. toutes les institutions aussi, C'est ça. à commencer par l'école, parce que on a besoin, pour changer les choses, on a besoin de se sentir, on a besoin de sentir qu'on n'est pas seul à Mhm. essayer. Donc ça, c'est important aussi. Et qu'on ait entendu, ouais. Très bien. Merci beaucoup. Eh bien, du coup, ça m'amène à déjà la dernière question de notre épisode de ce podcast. Pour conclure un petit peu, voilà, si tu devais synthétiser en un petit message court ce que tu viens de nous dire, voilà, qu'est-ce que tu voudrais transmettre aux personnes qui nous écoutent? Ce que je voudrais transmettre, c'est que les stéréotypes, c'est normal d'en avoir. En fait, on en a tous et toutes. C'est comme ça que le cerveau fonctionne. Mm. C'est parfois pour faciliter les choses. Mais essayons d'identifier déjà en nous-mêmes les stéréotypes qui orientent nos pensées, nos actions. Et si on a la possibilité, essayer de montrer, d'incarner d'autres voix pour, euh, pour aussi montrer l'exemple. Parfait. Eh bien, écoute, merci beaucoup Manon, c'était très intéressant, très instructif et voilà, dommage que ce podcast doive se limiter à ce laps de temps, mais on aura probablement l'occasion de t'entendre à d'autres moments. Voilà, en tout cas, on vous laisse ici, chers auditeurs, chères auditrices, et on vous donne bien sûr rendez-vous sur toutes les plateformes auprès desquelles vont être diffusés ce podcast et la série Let's Hear Your Voice, produite aussi par tous les autres partenaires du projet Voice. Un grand merci à vous.